Alors, on se retrouve pour le débat sur la place qu'occupe la santé mentale dans la physiothérapie en France, dans notre exercice professionnel comme dans notre formation. Et pour les intervenants de ce débat, on a donc Axel Maucry, Rémi Ollier et Aurélie Morichon que je vais laisser se présenter. Merci. Merci de votre invitation. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Je m'appelle Axel Maucry, je suis physiothérapeute spécialisée en santé mentale en Suisse, à Genève. Et puis, pourquoi je suis là ce matin? C'est parce que, du coup, effectivement, je suis intervenante à l'école de physiothérapie à Genève, à l'école de physiothérapie à Lausanne, et puis aussi ponctuellement dans des IFMK en France. Où j'essaye de faire passer 2-3 concepts autour de la physiothérapie en santé mentale et en psychiatrie. Voilà. Bonjour, je vais enchaîner. Rémi, je te passe devant. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Merci pour la proposition d'être présente avec vous ce matin. Donc, moi, je m'appelle Aurélie Morichon. Je suis kinésithérapeute depuis 2009. J'ai exercé en salariat en libéral pendant plusieurs années. Et à l'heure actuelle, je suis principalement formatrice en IFMK. Donc, je travaille à l'EFOM 2 jours par semaine à Paris, où je suis responsable pédagogique des premières années. Et je suis 2 jours par semaine aussi au CERF, un institut de formation en Seine-Saint-Denis, dans le 93, où là-bas, je suis responsable méthode de travail, méthode de recherche, stage et compétences. Voilà. Eh bien, merci. Merci déjà à toute l'organisation pour l'invitation. Je suis Rémi Ollier. Voilà, je suis spécialisé dans la prise en charge des douleurs chroniques. Et ce qui m'a amené à m'intéresser beaucoup au fonctionnement psychologique des patients. J'ai fait un DU de thérapie cognitive comportementale de la douleur chronique et puis un DU de thérapie cognitive et comportementale tout court, avec pas mal de formations autour de tout ça, que je mets en application du coup avec mes patients au quotidien, et puis aussi les patients que je vois au cabinet, et puis les patients que je vois aussi dans une unité de recherche et d'hébergement sur les démences, tout type de démence. Et c'est quelque chose que j'adore particulièrement. Voilà. On va, pour commencer du coup ce débat, on avait prévu de vous faire participer. Alors Axel, tu pourras regarder toi un petit peu le nombre de... Moi, je fais le compte. Ouais, Exactement. tu fais le compte. Ok. On va vous poser quelques questions. Vous pouvez réagir avec les icônes que vous voulez, les petites icônes de réaction, soit applaudir, soit lever la main. On voudrait vous demander tout d'abord si pendant votre cursus en IFMK, vous avez abordé la notion de santé mentale. Alors, s'il y en a parmi vous qui, dans le cursus en IFMK, ont abordé la notion de santé mentale, vous pouvez gesticuler, vous faire connaître. Alors, voilà. Essayez de lever la main, comme ça, je peux tous vous voir en même temps. Génial. Comme ça, j'ai un compte qui défile. Donc, uniquement ceux qui ont abordé la santé mentale. Ok. Donc là, j'ai 17 personnes qui lèvent la main, 2 qui applaudissent, 18. Ok. J'ai une personne qui met non. J'ai 3 applaudissements et un pouce levé. Ok, donc ça nous fait sur 105 personnes, combien ont abordé la notion de santé mentale? Ça fait combien en tout, Axel? Ça fait une vingtaine. Une vingtaine, ok. Ouais. En IFMK, avez-vous eu des cours sur les troubles en santé mentale? Par exemple, dépression, bipolarité, schizophrénie? Si oui, dans ces cas-là, réagissez. Sinon, Voilà. pas besoin de mettre un pouce vers le bas, rien du tout. Uniquement si vous avez eu des cours sur les troubles en santé mentale. Ça évolue, j'ai 22 mains levées, 5 pouces. Ok. Ok. Un tout petit peu plus du coup. Un petit peu plus, ouais. En IFMK, vous avez eu des cours sur l'intégration de la physiothérapie en santé mentale. Oui, si oui, vous levez la main, vous montez le pouce, et sinon, vous ne faites rien.
Alors, verdict, On a Axel. 4 mains levées, 1 pouce et 1 applaudissement. D'accord. Ok, 6. Et en IFMK, vous avez eu des cours sur la pratique éclairée par la psychologie, c'est-à-dire un petit peu la compréhension du fonctionnement entre les pensées et les comportements. C'est un petit résumé, hein, mais... Alors là, on est moins. Alors, est-ce que ça bouge encore? J'ai 6 mains levées. 7, 9. D'accord. Ça fait une petite dizaine, ouais. Ok, une petite dizaine. Ok. Bon, et bien sur cet état des lieux, qui est, ouais, en tout cas, c'est bien du coup que tout le monde soit là aujourd'hui, parce qu'a priori, on a quand même des choses à apprendre, et nous aussi d'ailleurs. Et Aurélie, toi du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'IFMK, justement, de l'abord de tout ça en IFMK? Oui, bien sûr. Donc, c'est vrai que la santé mentale, elle est au programme hein, de manière officielle depuis qu'il y a eu la réforme des études en 2015. Et ce qu'on retrouve, c'est qu'en fait, les cours normalement majoritaires sur justement la santé mentale des patients, ils vont se retrouver dans le cadre de l'UE2, qui est l'UE Sciences humaines et sociales, qui est faite qu'en première année. Et ça, ce n'est pas un choix des IFMK, c'est la réforme qui l'impose de cette manière-là. Donc, c'est vrai que souvent, on se retrouve avec des étudiants en première année qui abordent ce genre de notions alors que certains ne savent pas encore ce qu'est un kinésithérapeute ou même ce qu'est un patient, au final parce qu'ils n'en ont jamais vu. Et c'est des notions qui peut-être ont du mal à être intégrées si tôt, parce qu'il y a des cours même qui arrivent avant le premier stage qui a lieu en général en fin d'année. Et ça implique que les étudiants laissent peut-être un peu ça de côté, parce qu'en plus, il y a des grosses matières qui sont mises en première année, hein, l'anatomie, la synésio, le 4, le 7, avec des gros volumes, l'apprentissage de la technologie. Donc, c'est vrai que par rapport au texte de la réforme, peut-être que le moment choisi n'est pas forcément le meilleur dans le cadre de l'UE2. Et c'est pour ça qu'après, certains IFMK essayent de rajouter ce genre de cours. Axel, tu nous diras dans quel lieu, du coup, tu interviens quand tu vas en IFMK en France, notamment, parce que je ne sais pas trop comment ça se passe en Suisse. Et du coup, ça pose question forcément parce que peut-être que ça ne prend pas de sens tout de suite. Et il y a une autre chose dont on discutait avec Rémi une fois, c'est que cette notion de santé mentale, on l'aborde vis-à-vis du patient qu'on va avoir en face de nous. Mais il y a autre chose qui joue aussi, c'est que l'étudiant, il a lui-même une santé mentale qui n'est pas forcément au top du top tout le temps, pour X ou Y raison. Hein. Enfin, la Covid, on le sait que ça a été un impact énorme, mais ça peut être des problèmes personnels, ça peut être des problèmes financiers ou autres. Et c'est pour ça que la FNEC, l'année dernière, avait créé ce qu'on appelle des acteurs relais pour qu'il puisse y avoir la possibilité aux étudiants de pouvoir interagir avec quelqu'un pour répondre à leurs difficultés ou en tout cas les orienter du mieux possible. Voilà ma première proposition par rapport à ça. Ouais. Axel, toi, du coup, tu interviens dans quel lieu, dans quel cadre? Alors, je ne peux pas te dire dans quel UE c'est parce que je ne retiens pas, en fait. Je suis tellement peu d'heures présente dans ces IFMK, c'est vraiment de façon ponctuelle que je ne peux pas te donner ces informations précises. Par contre, je te rejoins complètement là-dessus. Je pense qu'il y a une vraie problématique d'intervenir en première année sur des notions comment dire ça, de physiothérapie spécifique en psychiatrie ou même de psychopathologie en fait sur des premières années parce qu'en fait ça se pose dans rien et je pense qu'il y aurait vraiment bénéfice à penser les choses différemment, notamment avec une progression qui mettent quelques bases, qui construisent quelques bases autour de la santé mentale pour ensuite aller dans le pathologique, tu vois. Et voilà, je pense qu'on aurait tout à gagner si les éléments pouvaient prendre du sens. Parce que finalement, c'est ce qui est fait dans... Alors dis-moi vraiment, tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on construit finalement les autres domaines de compétences, avec des notions qui vont permettre ensuite de créer des liens entre elles dans les années qui vont suivre. Et je crois vraiment que ça, c'est un immense manque au niveau de la santé mentale et de la psychiatrie, parce que du coup, on a beaucoup d'infos qui ne sont pas forcément placées au bon endroit. En plus, on a très peu d'heures.
Moi, quand j'interviens, on me demande de faire des trucs hallucinants avec 5 heures, avec 4 heures, avec 2 heures, ce qui est juste pas possible. On est dans un champ qui est tellement complexe et qui va demander finalement que ça résonne tellement à l'intérieur de soi, et puis que ça puisse se poser et se mettre au regard d'une expérience aussi. C'est-à-dire que quand on a une théorie sur... je vais être un peu... je ne veux pas être méchante pour les problèmes articulaires, hein, ce n'est pas du tout mon intention. Mais en orthopédie, quand on fait une théorie sur quelque chose autour de l'orthopédie, c'est plus facile de se projeter de la théorie à la pratique que quand on est dans le champ de la santé mentale, qui va être beaucoup plus subtil parce qu'il y a une dimension de subjectivité qui est extrêmement importante. Et du coup, voilà, il y a une maturation de toutes ces compétences qui doit se faire, tout simplement. Oui, puis c'est souvent quelque chose en plus qui est mis en avant par les étudiants, c'est que c'est toujours la barrière entre on n'est pas psy, mais on joue le rôle de psy, mais du coup, on ne nous apprend pas à l'être. C'est ça. Moi, dans le cadre des TD retour de stage, par exemple, où les étudiants font leur retour d'expérience sur ce qu'ils ont vécu, bah, souvent les problématiques, elles portent autour voilà, des patients qui sont en larmes, des patients qu'on a eu du mal à gérer, des patients qu'on a eu du mal à cerner aussi. Donc c'est vrai que ça pose question. Donc ça veut dire que toi, tu interviens aussi auprès des premières années. Du coup, tu ne vois jamais les K3 ou les K4 Si, mais ça dépend les écoles. Ouais, Ça dépend les lieux et ça dépend les écoles. Ça dépend le sentiment que j'ai. Et une fois de plus, ce n'est pas du tout un jugement. Et c'est pour ça que je donne... Enfin, voilà. Je crois que c'est juste que ces domaines-là, ils sont encore trop récents pour qu'on puisse les intégrer et les penser de façon complète dans un système de compétences, dans un vrai référentiel de compétences, si tu veux. C'est en gros, la loi m'oblige à faire ça, du coup, je suis obligée de donner des heures, parce qu'autrement, on se fait taper sur les doigts. Mais par contre, du coup, il n'y a pas un ensemble cohérent qui est mis en place. Je pense que ça va changer, clairement, mais on est vraiment au début, et on est clairement au début dans les pays francophones. Faut aussi voir ça, c'est ce que disait Michel ce matin. Quand je rencontre les collègues, du coup, pour les congrès de l'IOPTMH, donc qui est le sous-groupe World Physiothérapie, on n'a quasiment personne, en fait. On est deux, en général, de francophonie. Et c'est assez révélateur de la place qui est donnée à ce domaine-là dans notre activité et à la reconnaissance qu'on a dans cette activité de physiothérapie, y compris par nos pairs, en fait, tout simplement. Et du coup, ça se répercute sur les écoles, évidemment. Une autre chose que je pense être fondamentale et pour laquelle il faut pouvoir penser en fait cette progression au niveau des interventions en santé mentale, c'est que je pense que fondamentalement, les étudiants ne viennent pas s'inscrire en kinésithérapie ou en physiothérapie pour faire ça. Pas dans nos pays. C'est le cas au Danemark, c'est le cas en Suède, c'est le cas dans plein de pays scandinaves. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Ce n'est pas une spécialité qui existe, qui est visible et qui attire du monde. Et du coup, il y a besoin aussi de faire un peu un shift, enfin de changer un peu de paradigme sur en gros, pourquoi est-ce qu'on me parle de ça? Moi, je ne suis pas venue à l'école, tu vois, dans les premières années. Les étudiants, c'est logique, ils ne sont pas venus, ils sont pas inscrits pour faire ça, quoi. Donc, il y a besoin de créer de la cohérence, il y a besoin de rappeler combien c'est important et combien ça concerne tout le monde, y compris les collègues en cabinet, si c'est leur volonté de carrière future. C'est pas que le domaine de la santé mentale et de la psychiatrie, ça ne concerne pas que les physios comme moi qui bossons en hôpital universitaire dans des unités spécialisées. Ça concerne vraiment tout le monde. Ouais, ça, je trouve que c'est super important parce qu'on a tendance à faire un peu la dichotomie, les gens en bonne santé et puis les gens malades psychologiquement. Et c'est vrai qu'on n'aborde pas, c'était la dernière question d'ailleurs, celle d'ailleurs où je crois où il y a eu le moins de réponses, justement le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement humain. Et on a tendance vraiment à se dire que quand par exemple c'est du biopsychosocial, dont tout le monde parle, le psycho c'est forcément qu'il y a une pathologie derrière. On parle toujours des grands mots qui ressortent, la kinésiophobie, donc les phobies, voilà.
Mais c'est vrai qu'on ne peut pas être aussi caricaturaux, c'est pas possible. Et ça manque énormément. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a un côté péjoratif dès qu'on parle de psychologie. Parce que tout de suite, la psychologie, on associe, je pense, en tout cas, j'ai l'impression, à une pathologie, à un problème. Et c'est là qu'on en arrive justement à dire ce que tu disais, ouais, mais moi, je suis que kiné, quoi, je suis pas psy. Ouais. Mais toute problématique avec un patient, toute arrivée de douleur, par exemple, va avoir une conséquence psychologique chez tout le monde. Chez tout le monde. On commence à avoir, on se coince le doigt dans une porte. Le premier truc qu'on se dit, c'est mince, c'est peut-être grave. Est-ce que je me suis… Alors, si on est kiné, on va se dire, oh là là, mais est-ce que mon tendon est comme ci? Est-ce que le nerf va être comprimé? Combien de temps ça va durer? Est-ce que je vais pouvoir bosser? Voilà. Ça, c'est du psychologique. Ce n'est pas une pathologie psychologique, c'est juste un raisonnement. Et si on n'arrive pas à prendre ça en compte et on n'arrive pas à intégrer ça dans les IFMK, on va passer à côté de plein de choses. C'est dommage. C'est dommage. Il y a des choses qui sont intéressantes dans les discussions. Là, il y a 2 éléments que je relève. C'est déjà le fait qu'il y a beaucoup d'étudiants, enfin de plus en plus, pour faire beaucoup d'encadrement de mémoire, d'étudiants qui partent justement dans les notions de santé mentale avec l'anorexie, la psychiatrie, sur la place que peut avoir le kinésithérapeute. Et je vois dans la discussion qu'il y a plusieurs étudiants là, qui signalent le fait que l'administration, enfin en tout cas l'équipe pédagogique, n'est pas forcément pour que l'étudiant parte dans cette direction-là pour son mémoire. Je pense que si c'est restreint dans certains IFMK, c'est plus par méconnaissance de l'équipe, plus que par crainte que l'étudiant se plante. C'est-à-dire qu'il y a peut-être parfois des formateurs qui n'ont pas assez de clés en main pour pouvoir faire face à cette demande-là et qui du coup vont se dire l'étudiant va en gros faire son cheminement tout seul et va pas pouvoir avoir des réponses en face. Donc ça, je pense que ça joue, même si ça n'excuse pas le fait que ça soit à freiner, mais souvent on retrouve dans les mémoires le fait qu'on dise aux étudiants si tu fais quelque chose qui porte sur l'activité physique, on va te reprocher que c'est trop à pas. Si tu fais quelque chose qui porte sur le massage, on va te reprocher que c'est trop ci. Si tu fais quelque chose sur la pelvipérinéo, on va te reprocher que c'est trop sage-femme. Mais en fait, dans le monde de la santé, on ne peut que être conscient qu'on on a des compétences qui se chevauchent. En fait, on est interdisciplinaire en ce sens et on peut pas se dire que nous, on est juste exécutant de techniques ou qu'on fait que du raisonnement clinique à partir des éléments qu'on retrouve en bilan. Donc ça, c'était le premier point de ce qui revient dans la discussion. Et puis le deuxième, c'est l'aspect biopsychosocial, où c'est vrai qu'en cours, on n'arrête pas de dire il faut faire le modèle BPS, le modèle BPS. Normalement, il y a des cours spécifiques pour expliquer ce qu'est le modèle BPS et surtout pour savoir comment l'appliquer. Et en fait, quand on parle de modèle biopsychosocial, c'est pas tant de dire il faut être psychologue, je te rejoins Rémi sur ce que tu disais, c'est plus de dire en fait, si j'arrive à comprendre en face de moi ce que le patient a pu vivre, endurer, croire, apprendre de manière positive ou négative pour lui, c'est en prenant en compte ces éléments-là que je vais pouvoir peut-être mieux comprendre son cas et mieux proposer un traitement en face. Mais ça ne veut pas dire que je vais être excellent dans le fait de dire, en effet, de diagnostiquer qu'il a une pathologie ou un trouble en particulier. Nous, je pense qu'on n'est pas là pour ça. On n'est pas pour diagnostiquer des pathologies mentales en face. On est là pour les identifier. Ça, c'est déjà énorme de mettre le doigt sur le fait qu'il potentiellement puisse y avoir un problème. Et du coup, derrière, de réorienter. On travaille en équipe. Et même si on est en libéral tout seul dans un cabinet, qu'on n'est que des kinés, il faut avoir des pistes, des gens vers qui réorienter les patients qui potentiellement sont en souffrance par rapport à ça. Oui. Vas-y, Axel. Non, tu voulais y aller? J'y vais? Vas-y. Désolée. Oui, je réagis à ce que tu dis, Aurélie, qui est très juste. On est vraiment là pour réorienter. Je pense qu'il faut rajouter une petite étape encore qui fait fondamentalement partie de notre profession, je pense, et de nos responsabilités, qui est celle aussi d'être attentif aux facteurs qui vont passer de la souffrance, ensuite au pathologique. Je pense qu'on a tout à fait les moyens d'être dans ces systèmes, si on est formé pour ça, puis qu'on on a cette capacité de repérage, parce que c'est entraîné, etc., et supervisé, d'être suffisamment observateur et au contact de nos patients, parce que ça, je pense que c'est quelque chose qui est une vraie force dans notre métier. On voit les gens souvent et on voit les gens une demi-heure de séance. Il n'y a pas grand monde chez nos collègues qui peut se permettre ce genre de choses, donc c'est plutôt pas mal. Et ça nous laisse la plage disponible
pour qu'ensuite on puisse faire de la prévention secondaire ou de la prévention tertiaire, tu vois. Il y a aussi qu'est-ce qu'on repère comme point de bascule et comment est-ce qu'on peut agir sur ces leviers-là. Mais une fois de plus, c'est juste une question de positionnement aussi, quoi. Comment, du coup, en tant qu'individu et profession, je me positionne dans ce tissu sanitaire en revendiquant qu'on a ces compétences et qu'on peut les exploiter de façon sécuritaire pour les patients. Ça tombe pas du ciel. Ouais. J'aborderai justement ça, le fait d'être à l'affût de certains éléments dans la présentation de cet après-midi. Pour revenir sur ce que tu disais, Aurélie, l'abord en fait du psychosocial, j'ai l'impression que des fois aussi, quand je vois, alors je suis formateur en formation initiale et en formation continue, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient souvent, c'est que des fois on s'aperçoit de quelque chose, mais on a été habitué, il me semble, à avoir une posture de guérisseur, une posture de personne qui soigne, une posture de personne qui guérit, absolument. Et du coup, c'est assez compliqué, si on a cette posture-là, d'aller vers un problème psychologique. Parce qu'on se dit, oulala, justement, en fait, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça, quoi. Une fois que je le sais, une fois que je l'ai sur moi, une fois que j'ai récupéré ce truc, si, comme tu dis, Aurélie, je suis à l'écoute du patient, simplement être à l'écoute. S'il me dit des choses, qu'est-ce que je vais en faire? Je ne saurais pas quoi faire avec tout ça, je vais être paumé. Donc, des fois, j'ai l'impression que c'est cette peur de ne pas savoir quoi faire et la peur de ne pouvoir rien faire pour le patient qui freine un petit peu cette rencontre vers le domaine psychologique. Alors qu'on ne nous demande rien de plus qu'être à l'écoute, c'est tout, et de repérer certaines choses. Mais j'ai l'impression que justement cette posture qu'on a on veut à tout prix aider le patient à tout prix, nous empêche des fois d'être simplement à l'écoute. Mais je pense que, alors je rebondis sur ce que tu dis, que c'est une super perche que tu me tends, c'est que je pense que ça va être un relais du coup qu'on va passer à Pierre tout à l'heure, il va vraiment, je pense, je projette peut-être un peu nous parler de ça, mais aussi dans ce changement de posture sur ce que tu dis tout à fait ça, comment on passe du mode faire, absolument, tout le temps assez présent chez les kinés, chez les physios, au mode être. Tu vois, une fois de plus, c'est un changement de paradigme. Est-ce que c'est admis ou pas par la profession, c'est autre chose. Et par les écoles. Il y a un truc qui est hyper intéressant qui se passe dans la discussion là. C'est l'aspect, les IFMK refusent ce genre de paradigme. Et là, Juliette dit une phrase qui pour moi est assez forte, qui dit « c'est juste révélateur d'un entre-soi et d'une fermeture d'esprit symptomatologique de l'ancienne génération dans la profession ». Alors, je vais quand même modérer les propos. Ça c'est direct. Je vais modérer les propos au sens où, pour les étudiants qui sont en IFMK à l'heure actuelle, forcément, ils ont l'impression que la formation, elle existe depuis très longtemps. C'est vrai, mais la formation, elle a quand même changé en 2015. Et en 2015, il y a des choses qui ont été rajoutées à la formation, telles que justement la santé mentale, les sciences humaines et sociales qui ont été plus développées, la santé publique, l'anglais, les méthodes de travail et méthodes de recherche. Il y a plein de choses qui ont été rajoutées à la formation sans forcément que les équipes pédagogiques elles soient préparées à ça. Ça, il faut le savoir, c'est que la réforme, elle a été faite vite, entre guillemets. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple de l'UE8, dans laquelle moi j'enseigne, c'est pour ça que je prends cet exemple-là, l'UE8, lire des articles, faire des recherches, savoir quantifier la qualité méthodologique d'un article, etc. Nous, l'ancienne génération, parce que du coup, je vais m'inclure dedans, même si je ne me sens pas vieille, nous, en fait, on n'a pas appris à faire ça. Et donc, même si on est déjà diplômé et qu'on continue à se former sur déjà des domaines qui nous intéressent, être formateur en IFMK, ça implique de continuer à se former sur des choses pour lesquelles on se forme pour la pratique avec les étudiants. Ça prend du temps, ça demande de l'expérience, ça demande de l'application. Et de ce fait, tous ces mémoires-là, en fait, je pense que ce n'est pas un refus des équipes en mode on ne veut pas le faire. C'est juste on n'est pas formé à le faire et il faut qu'on apprenne à le faire pour pouvoir encadrer les étudiants. Et c'est pour ça que les formateurs continuent à se former, font des réunions entre eux, etc. etc. Donc, je pense qu'il faut aussi doser le fait que, en fait, quand on travaille dans un IFMK, vraiment, recevez-le, ce message-là, les étudiants. C'est que si on travaille là, c'est qu'on a envie de le faire, c'est qu'on a envie d'être avec vous. C'est pas pour vous faire chier, c'est pas pour être méchant, pour vous mettre des mauvaises notes.
c'est pour vous encadrer et vous accompagner du mieux possible. Et peut-être qu'un formateur, de manière maladroite, parfois va vous dire non parce qu'il ne sait pas. Alors, c'est peut-être pas bien qu'ils vous le disent comme ça. Mais je pense que c'est important aussi de le dire pour pas qu'on croie qu'il y a les étudiants, les gentils, et puis les formateurs, les méchants. C'est pas comme ça que ça se passe pour moi. Ouais. Alors, je ne sais pas si on répond à quelques questions sur le chat. Qu'est-ce que je vois? Alors, Marguerite, tu peux, si tu veux, demander la parole. Ah oui, d'accord. Donc, il doit y avoir une question. Anthony, qui dit, du coup, peut-être que si on évalue quelque chose, ce serait bien de savoir quoi en faire. Ben, alors, qui est-ce qui répond? Axel, tu étais lancé? Oui, c'est très rapide, c'est oui, absolument. Mais c'est l'enjeu d'une formation, c'est tout. Absolument. Comme pour tout, pour tous les domaines de notre métier. Voilà. Et j'ai presque envie de dire aussi à cette question-là, des fois, on n'a pas grand-chose à en faire de certains éléments. On peut juste avoir écouté le patient, garder ça dans un coin de notre tête, mais on n'en fait rien de particulier. Voilà, c'est juste des éléments qui viennent s'ajouter les uns aux autres pour avoir... On parle de plus en plus d'énaction, davantage que de modèle biopsychosocial. Si vous ne connaissez pas l'énaction, je vous invite à aller voir, il y a quelques articles là-dessus, où du coup, on arrive à mettre le patient davantage dans un grand contexte, voilà, plus que dans une catégorie biologique, psychologique et sociale. Et c'est avec les différents éléments dont vous n'allez peut-être pas faire grand-chose, mais que vous allez quand même avoir une vision beaucoup plus globale du patient et que vous pourrez avoir un traitement qui va être beaucoup plus ciblé. Et du coup, c'est tout l'enjeu de se former et du coup, je rejoins Aurélie, de continuer à se former parce que ces modèles, ils évoluent. Et que, voilà, notamment en santé mentale, ces modèles, ils évoluent rapidement. Il y a des questions qui parlent. Là, je vais peut-être vous laisser répondre tous les deux sur la notion de décret de compétence et la tarification de l'acte. Il y avait quelqu'un qui en avait parlé tout à l'heure de tarification de l'acte, sur le fait qu'a priori, les IFMK disent, vu qu'il n'y a pas de tarification de cet acte-là, du coup, on ne peut pas en faire. Ah bah, c'est dans notre décret de compétence, donc on doit le faire. Après, que ça ne soit pas dans notre cotation de kinés libéraux, c'est une chose, parce que ça n'a pas été assez poussé, parce qu'il y a peu de personnes qui défendent cette vision-là. Donc forcément, à la fin, on a une nomenclature qui correspond aux personnes qui la font. Étant donné que pas grand monde s'occupe de ce domaine-là, forcément, ça n'apparaît nulle part. Mais c'est dans notre décret de compétence, c'est ça qui nous dit ce qu'on doit faire. Et dans notre décret de compétence, c'est dit que le kiné doit tenir compte des caractéristiques psychologiques, sociales, environnementales du patient, quelque chose comme ça. Je ne sais pas, c'est pas du mot à mot. Mais c'est dans notre décret de compétence, dans l'article 2, ça y est, ça écrit très haut et c'est noir sur blanc. Donc, voilà, donc on doit le faire. C'est pas qu'on nous encourage à le faire ou ce serait bien d'eux. Non, on doit. Et là, Lola nous dit, par exemple, je veux réaliser de la TCC lors de mes prises en charge. L'argument, c'est tu vas faire comment pour le tarifier? En fait, je pense qu'au fur et à mesure, on voit bien que la tarification aussi, elle évolue par rapport aux besoins de santé. On voit la Covid qui est apparue, forcément, il y a des tarifications. Là, récemment, il y a eu la prise en charge des patients BPCO qui a fait l'objet d'une nouvelle cotation aussi. Donc, on peut imaginer que dans les prochaines années à venir, on ait justement une nomenclature qui s'adapte au fait qu'on puisse participer à ça. Après, je pense que c'est aussi à nous, les kinésithérapeutes, de montrer en quoi on peut avoir un rôle à jouer là-dessus et comment. Ça veut dire que c'est pas forcément qu'en faisant de l'activité physique, mais ça va peut-être pas forcément être qu'en parlant non plus avec le patient, parce que là, on tomberait peut-être dans un rôle trop psychologue. Donc, c'est aussi à nous de valoriser nos actes et c'est pour ça qu'il y a de la science, c'est pour ça qu'il y a de la recherche et peut-être qu'il faut augmenter la recherche là-dessus. D'ailleurs, tous les étudiants là, qui parlent de mémoire sur justement la santé mentale, en fait, allez au bout de vos mémoires. Si vous proposez des protocoles, mettez-les en place, faites une demande de comité de protection des personnes pour pouvoir les mettre en place et pour pouvoir valoriser nos actes.
Je pense que c'est ça aussi qui fera qu'on nous laissera ce monopole de pouvoir dire oui, c'est reconnu de manière officielle, oui, on va former davantage les étudiants. Parce qu'en effet, le programme est lourd. On a l'impression que quand on est passé à 4 ans, on s'est dit, en fait, on va mettre la formation qui était en 3 ans sur 4 années. Mais en fait, on a rajouté des choses. Et en fait, on pourrait continuer à en rajouter énormément parce qu'on vise aussi l'accès direct, on vise des pratiques avancées. Et plus en fait, on vise haut, plus il faut qu'il y ait du contenu dans la formation. Donc, je pense que c'est important aussi de mettre en avant ça. Et il y a quelque chose qui me gêne quand même dans la question, tu vas faire comment pour le tarifer? C'est que, et ça, c'est quelque chose que je retrouve aussi, du coup, enfin, qu'on retrouve avec Axel ou que je retrouve avec une collègue psychologue avec qui je fais des formations, c'est ce besoin d'avoir des outils. Et donc, comme c'est un outil supplémentaire, et ben, du coup, on va pouvoir, cet outil, avoir une tarification spéciale. Mais la prise en compte des paramètres psychologiques du patient dans le métier de kiné, c'est quelque chose qui tient du savoir-être, comme tu en parlais, ça tient d'une posture, ça tient pas, c'est pas un outil que je sors de ma trousse et que je vais donner au patient en disant tenez, on va faire comme ça. Donc comment tarifier? Moi en fait, quand les patients viennent quand les stagiaires viennent me voir dans le cabinet, ils sont particulièrement surpris de voir que la séance est tout à fait normale. Parce que je fais juste que parler avec le patient et le faire bouger. Par contre, c'est vrai que chaque mot que je dis, chaque posture que je prends est toujours, entre guillemets, calculée, est toujours dans un dessin bien précis. Donc finalement, je ne fais que parler avec le patient et le faire bouger. Donc je fais de la kiné. Donc comment tarifier ça? C'est pas possible. Parce c'est pas enfin pour moi en tout cas voilà, faut pas le voir comme un outil qu'on sort. C'est juste je suis comme ça. Je suis un praticien qui fait ça. Oui, puis si on reçoit un patient pour lombalgie par exemple et qui peut présenter des troubles psychiques ou psychologiques ou peu importe, ou même n'importe quelle autre pathologie, en fait on a une cotation par rapport à un état. Alors, je ne vais pas dire le mot pathologie, mais là par rapport à un état. Et en fait, quelles que soient les techniques qu'on va choisir dans notre arsenal thérapeutique, normalement, il ne devrait pas y avoir ça va être payé plus cher. Enfin, je sais que ça se fait. Hein. Si je prends l'exemple du taping, c'est le meilleur exemple que j'ai en tête. C'est je propose un truc en plus, donc je vais le faire payer en plus. Par contre, je pense que ce qui manque aujourd'hui, et je ne sais pas, là, c'est un manque de connaissance de ma part, est-ce qu'en libéral, il peut y avoir des ordonnances de patients qui viennent pour anorexie, par exemple. Je sais qu'en centre de rééducation ou autre, un hôpital, oui, il y a des kinés qui vont aller dans les services, mais est-ce qu'en libéral, aujourd'hui, vous avez déjà eu des prescriptions pour des troubles de santé mentale? Non. Ben voilà, je pense que ça dépend des pays, ouais. Moi, j'en ai pas eu en libéral. Pourtant, dans le coin, je commence à être connu pour quelqu'un qui prend en charge la douleur chronique et avec toute la complicité qui est liée à la douleur chronique, comme on peut souvent trouver des comorbidités comme la dépression et tout ça. Mais les ordonnances, c'est toujours lié à la douleur. Point barre. Pour toi, Axel? Bah oui, après ça dépend, effectivement, ça peut être des éléments, on verra cet après-midi, ça peut être des éléments qui se surajoutent, c'est-à-dire une problématique somatique dans le cadre chez un patient qui a une pathologie spécifique. Et puis effectivement, ça peut être de l'accompagnement psychocorporel uniquement, j'ai envie de dire, avec des patients qui nous sont envoyés par les psychiatres. Ça aussi, c'est aussi la question de qui prescrit. Et qu'est-ce que les assurances admettent comme prescripteurs? Est-ce qu'on admet des médecins somaticiens comme prescription kiné ou est-ce qu'on admet que les psychiatres puissent aussi nous envoyer des patients? Ça, c'est vraiment les questions assurantielles. Je ne sais pas, pour vous deux, depuis quand finalement les kinés commencent à être impactés par la santé mentale des patients, enfin, sur vraiment la prise en charge de troubles? Là, il y a Estelle dans la conversation, par exemple, qui parle d'anorexie. Depuis combien de temps est-ce que concrètement, il y a des kinés qui interviennent auprès de patients de ce genre? En France, je vais dire, parce qu'Axel, du coup, tu avais sûrement une autre vision. J'ai l'impression qu'on ne peut pas dire que les kinés le fassent. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a une poignée de personnes qui le font qu'on peut dire que ça se fait actuellement. Le nombre de formations à la psycho, parce qu'on peut considérer que pour l'instant, dans les IFMK, ça ne l'est pas fait ou très peu.
Et donc, en tout cas, ce n'est pas suffisant pour avoir une pratique vraiment avisée quand on arrive en tant que diplômé. Et quand on voit les formations qui sont susceptibles d'être faites par les kinés en post-grade, ben, il y en a très peu dans ce domaine. Et puis ben, elles existent depuis, je pense que il y a Jean-Louis Monestès qui commençait à accepter des kinés déjà il y a quelques années. Avant, c'était pour s'y intéresser, il fallait forcément faire une fac de psycho. Il y a quelques kinés comme ça qui sont retapés une fac de psycho et qui sont devenus psychologues et qui voilà. Mais maintenant, il y a des formations qui existent et je pense qu'il y a au maximum en tout une centaine de personnes qui ont été formées en France là-dessus. Donc clairement, effectivement, quand Estelle nous dit que personne ne veut prendre en charge ma fille pour son anorexie, bah oui, parce qu'en fait, je pense que c'est le même refus que les cadres en IFMK font en disant bah non, je ne veux pas que tu fasses un mémoire là-dessus parce que je ne pourrais pas t'épauler, parce que je m'y connais pas. Et ben, les kinés, quand ils refusent, ce n'est pas parce qu'ils ne s'en soucient pas, c'est parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec ça. Et il y a une véritable peur en disant mais l'anorexie, encore une fois, ce n'est pas mon problème, c'est de la psychologie. La limite, on peut considérer psychiatrie, point barre. Et moi, je ne suis que kiné, donc je ne pourrais rien faire. Donc, c'est plus un nom, à mon avis, de peur que… voilà. Et pour ça, effectivement, il faut se former. Moi, je rêve qu'en IFMK, il y ait déjà une formation suffisante pour qu'on n'ait pas besoin de faire une formation supplémentaire ou alors que pour les personnes qui l'apprécient. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, pour trouver quelqu'un qui prend en charge ces troubles du comportement, voilà, on les compte sur le doigt de la main, je pense. Il y a Pierre qui va intervenir tout à l'heure. Je pense que Pierre, il est à Rennes. Si cette personne-là était à Rennes, je dirais, voilà, allez voir Pierre. Mais c'est vrai que c'est très, très peu. C'est très, très peu pour l'instant. Donc, et puis, vu le nombre de formations qui existent, ça ne va pas augmenter beaucoup, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Et puis surtout, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas encore une prise de conscience de l'importance de ce domaine-là. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent se former. C'est-à-dire que je pense que s'il y avait plus de demandes, il y aurait aussi plus de formations, d'offres de formation. Mais les demandes ne sont pas non plus exceptionnelles. Donc, il y a encore peut-être, je pense, un problème de prise de conscience de ces paramètres. Et puis, si je peux rajouter aussi à ça, il y a la nécessité de se former. Et puis, quand on travaille auprès de patients qui ont des souffrances psychiques, il y a la nécessité, et dans certains pays c'est une obligation, d'avoir une supervision. C'est obligatoire pour tous les professionnels qui travaillent en psychiatrie. C'est normalement obligatoire pour les psychologues, les psychiatres qui travaillent en cabinet. À vérifier par rapport à la France, ça je ne sais pas. Toujours est-il que ça devrait être une obligation pour malheureusement ou heureusement, à mon sens, pour les kinés et les physios qui s'intéressent à ce domaine et qui travaillent aussi bien en institution qu'en libéral. Voilà. Et la culture de la supervision, elle n'est pas du tout celle de notre métier. Ça, pour le coup, c'est aussi… Mais voilà, il faut juste imaginer que quand on parle de santé mentale et de psychiatrie, c'est un monde différent d'une autre. Et ça implique plein d'éléments différents. Ça implique de se former, mais de réfléchir, d'être avec nos patients de manière différente et de s'impliquer différemment sur le long cours et d'observer ce qui réagit en soi aussi. Enfin, c'est tout ça, quoi, dans lequel on rentre et on ne peut pas faire. Et moi, je nuance un tout petit peu, je fais des grands warnings. Si vous n'êtes pas engagé, si vous n'avez pas envie de donner de votre personne, si vous n'avez pas la capacité à regarder ce qui se vit à l'intérieur de vous et à le partager avec d'autres éventuellement, ce qui peut être très inconfortable. En tout cas, voilà, s'il n'y a pas cet engagement-là, par pitié, ne prenez pas en charge des patients qui sont en souffrance psychique parce que franchement, moi, je vois beaucoup de désastres. Quand j'ai des collègues qui ne sont pas formés, quand on a des collègues qui ne sont pas formés, qui accompagnent des patients en souffrance, il y a des répercussions qui sont majeures. Et des répercussions qui sont pour le patient lui-même, pour ses proches, parce que c'est bien le problématique de la santé mentale, c'est que ça diffuse tout autour de soi,
Et puis des problématiques qui peuvent impacter aussi le thérapeute avec des gens qui sont du coup dans de telles souffrances eux-mêmes parce que les situations sont complètement verrouillées que du coup ça remet en compte même leur pratique quotidienne, quoi. Parce que Donc, en fait, Rémi, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que en fait, quand on vient en IFMK, peut-être que déjà de base, on vient pas pour ça. En fait, on vient pour être un technicien, on vient pour être kiné du sport, pour être kiné en ortho, en neuro. C'est pas forcément des domaines qu'on connaît. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure au tout début, c'est que, enfin, même moi en étant kiné, je pense que même si ça fait longtemps, il y a peut-être des éléments que je connais pas. Si vous me parlez de kiné auprès des musiciens, par exemple, j'y connais rien. Je sais que ça se fait, mais c'est un domaine qui est hyper spécifique. Donc, c'est déjà un domaine qui est inconnu. C'est-à-dire que se dire, tiens, je vais prendre des patients qui souffrent de problèmes de ce genre, ça va être compliqué parce qu'on ne connaît pas et que l'inconnu en général fait peur. Que du coup, en IFMK, on n'y est pas assez formé, que ce n'est pas forcément reconnu de la société. Et Axel, je rebondis complètement sur ce que tu viens de dire. C'est que, et il y avait quelqu'un qui disait dans la conversation tout à l'heure que l'impact négatif du patient pouvait avoir beaucoup d'influence sur nous. Bah, ça, on en est tous conscients. Je pense que quand on travaille, peu importe auprès de quelle pathologie, de quelle population, c'est que on prend cher au niveau émotionnel. Hein. Le burn-out émotionnel, c'est pas une légende, hein. C'est une réalité du terrain, que ce soit chez les médecins, les infirmières, enfin toute profession de santé, et qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça. Clairement, on le sait très bien, hein, il y a des thérapeutes, quels qu'ils soient, quand on arrive face à eux et qu'on commence à parler un peu de nos craintes, de nos peurs, machin, il y en a qui vont hyper bien réagir et qui vont être agréables, et il y en a d'autres, on va se dire, bon, bah, avec lui, ça ne passera pas. Et c'est comme ça aussi qu'on fait son choix de thérapeute. Hein. Donc, si on n'est pas prêt et qu'on n'a pas envie de le faire, en effet, je te rejoins, Axel, vraiment, il ne faut pas le faire. Il faut réorienter direct parce qu'on se met en souffrance soi-même en tant que thérapeute, en premier, et du coup, on met le patient en souffrance en face. Ouais. Et ça, c'est quelque chose en plus qui nécessite, et que je pense qu'on en parle, enfin, tu me diras du coup Aurélie si on en parle, mais la nécessité de se connaître, et ça c'est compliqué en fait, quelles sont mes propres problématiques, parce que travailler sur les pensées du patient, les comportements du patient, ça nécessite obligatoirement de travailler sur ses propres pensées qui vont interférer dans la conversation avec le patient, et de se connaître parfaitement. Il faut savoir, oui, le patient va me parler de ça, il faut que je fasse attention parce que ça va activer telle chose et telle chose. Et la nécessité de se connaître. Et je n'ai pas l'impression, moi, que du coup, en IFMK, ce soit quelque chose vraiment sur lequel on insiste, alors que c'est la base vraiment, si on veut commencer à s'occuper du patient, il faut déjà être sûr de ce que nous, on pense, que nous, on ressent et la façon dont on fonctionne. Et tu parlais là tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait? C'était les relais de la FNEC, les acteurs relais de la FNEC. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un là de la FNEC qui pourrait nous dire un petit peu comment ça se passe justement ces acteurs relais? Est-ce qu'ils ont été beaucoup sollicités depuis qu'ils ont été mis en place? Est-ce qu'il y a eu un petit retour déjà par rapport à tout ça? Je ne sais pas qui voudra prendre la parole. Je pense que je peux prendre la parole. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Alors, hop là. Voilà. Bonjour, donc moi je suis Myriam Laurier. Donc oui, je suis au bureau national de la FNEC, en charge justement de la santé mentale des étudiants. Et donc j'ai repris le projet en effet Acteur Relais. Et il y a eu une formation de fait l'année dernière. Et depuis, justement, on va essayer de mettre en place, mais ça, je vous en parlerai cet après-midi, mettre en place le suivi des acteurs relais. Il y a des choses qui ont été faites et c'est aussi compliqué de pouvoir les prendre en charge par-dessus, en fait. De pouvoir chapeauter, en fait, tout ce réseau acteurs relais. Donc, c'est assez intéressant, mais pour l'instant, je n'ai pas trop de problématiques qui remontent, mais on travaille dessus en ce moment. Est-ce que tu as... Ouais, en tout cas, bravo pour l'initiative, parce que au moment où on est étudiant, c'est quand même une période qui est particulière. En plus, là, vous êtes tapé le Covid, c'est encore plus cette période-là particulière. Et il y a un peu la caricature de l'étudiant fait la fête, il s'amuse, mais on sait bien que c'est pas ça tout le temps et que voilà, c'est compliqué pour pas mal. Et donc, c'est vrai que c'est important, hein, c'est important cette partie-là. C'est chouette ce que vous faites, bravo. Il y a quelqu'un, du coup, peut-être, il y a une question qui, durant un de mes stages, ma tutrice m'a confié tous les patients qui avaient un impact émotionnel sur elle.
En temps normal, j'arrive tout à fait à gérer ce genre de situation, mais faire cela toute la journée m'a beaucoup affecté. Comment gérer ce type de situation? Ouais, déjà, c'est vrai que le fait d'en parler, c'est chouette. Enfin, moi, je trouve ça chouette. Voilà, on est là tous, on parle de ça, donc c'est l'occasion. Mais c'est vrai que la question que je me demanderais, c'est est-ce que tu en as parlé à quelqu'un sur le moment? Parce que c'est clairement le genre de choses. Si on a quelqu'un à qui on peut se confier, c'est toujours intéressant. Mais apprendre à gérer ce type de situation, encore une fois, ça s'apprend. Ça s'apprend et normalement, ça doit être le type de choses qu'on devrait pouvoir intégrer en IFMK. Mais il n'y a pas une solution unique, il y a pas, voilà, mais c'est vrai que normalement, c'est des choses qui doivent s'apprendre. Il y a des choses à faire, en tout cas. Je ne sais pas ce que vous voulez répondre de plus, ou Axel ou Aurélie, là-dessus. Mais... Oui, il y a des choses à apprendre. Et l'un des facteurs, en effet, Oran propose tout ce qui est mise en place de supervision clinique et d'analyse des pratiques professionnelles. Il y a aussi le système de jeu de rôle aussi qui est intéressant, qu'on réalise de plus en plus en IFMK, voire la simulation, où on se confronte à des situations qu'on élabore, nous, en tant que pédagogue, on va dire. Enfin, c'est pas hautain de dire ça, mais on élabore des situations auxquelles on veut voir comment les étudiants se confrontent et après on débriefe du coup sur ce qui s'est passé, quels auraient été les différents moyens de faire face à la situation. Chacun aura ses moyens différents parce que, je sais pas, je prends n'importe quel exemple, mais voir un enfant qui pleure, voir quelqu'un assis dans la rue par terre en train de faire la manche, je pense que ça implique des choses différentes chez tout le monde. Il y a des gens qui vont être très touchés, il y en a d'autres qui ne le verront même pas, il y en a d'autres qui vont en rire, il y en a d'autres qui vont être mutiques. Et tout ce que tu disais tout à l'heure, Rémi, c'est important de se connaître, de savoir comment on fait face aux émotions. Moi, si je prends mon exemple, je suis une vraie éponge, je prends beaucoup de choses. Le fait d'en parler, c'est important. Le fait d'extérioriser les sensations qu'on peut avoir. Moi, je sais que toutes les situations de ce que dit Crivet tout à l'heure, je ne sais plus son nom dans la conversation, que les personnes peuvent faire part de leur ressenti en tant que thérapeute. En fait, je pense que c'est aussi ça qui nous construit, qui fait qu'on se forge, alors pas une carapace, mais en tout cas une personnalité, une manière d'agir face à ce qu'on peut rencontrer, et qui après décide que vis-à-vis des patients, peut-être que du coup, on va de mieux en mieux réagir ou qu'à l'inverse, on va de moins en moins bien réagir. Et c'est aussi en regardant comment, au fur et à mesure du temps, on se comporte, qu'on peut se comprendre. C'est-à-dire, si je vois qu'à un moment donné, je commence à déprimer parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est peut-être parce que je prends trop, peut-être parce que j'en parle pas assez aux autres, peut-être parce que je suis pas faite pour ça. Je pense que c'est vraiment très important d'en discuter. Et je pense que c'est pas assez fait dans nous, peut-être chez les kinés, mais je sais que dans les hôpitaux, c'est fait. C'est un peu les cafés émotions, quoi. C'est balance sur la table tout ce que tu as vécu et qui fait que ça va pas, et de pouvoir échanger, se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Mais quand on est en libéral, peut-être que c'est moins facile. Et peut-être que ça manque justement d'avoir des moments d'échange et de collaboration avec des collègues, typiquement sur ces questions-là. Moi, je suis peut-être un peu... Mais par rapport à la situation qui est rapportée, je trouve étonnant que du coup, la tutrice ait confié tous les patients qui avaient un impact émotionnel sur la personne. Et du coup, je me pose la question, est-ce qu'il y a eu un espace? Alors, tout ce qu'on a dit, je rejoins absolument, mais est-ce qu'il y a eu aussi un espace pour pouvoir parler de ça directement avec la tutrice ou avec d'autres personnes de l'école pour pouvoir questionner cette dynamique, parce que je pense que ce n'est pas forcément tout à fait simple et tout à fait sain dans le cadre d'un accompagnement de pratiques formatives, tout simplement. Puis il y a autre chose pour moi qui rebondit un peu sur pas mal d'éléments qu'on a déjà dit là, c'est que quelqu'un disait oui, mais en quoi finalement ça change du reste, parce que finalement, je ne sais pas, si on n'a jamais eu d'entorse et qu'on prend en charge une entorse, on est capable de la prendre en charge même si on n'en a jamais eu. Mais on a un abord du corps depuis qu'on est petit qui est peut-être bien plus important que l'abord justement mental. Je vois, alors moi, j'ai pas d'enfant pour le coup, mais j'ai l'impression que dans les écoles aujourd'hui, on fait des trucs du genre d'hypnose,
de la sophrologie, etc., que moi, j'ai pas fait à l'école personnellement et auquel je n'ai pas été initiée. Donc, il y a une notion aussi de mental qui est un peu tabou et qui, du coup, dès qu'on tombe dans le mental, ça y est, on a l'impression que c'est une pathologie, que c'est grave, qu'on est fou. Et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, on est peut-être moins bien préparé et peut-être que les générations futures le seront mieux. C'est qu'on aborde plus l'aspect psychique que l'aspect corporel. Et plus on va l'aborder jeune, plus on pourra peut-être mieux le comprendre en étant adulte, tout comme on sait ressentir ce qu'est une douleur, une crampe, une courbature, enfin des éléments qui soient purement musculo-squelettiques, qui soient faciles à appréhender pour tout le monde, quoi. Pour un étudiant, en tout cas, lambda qui arrive en IFMK. Alors, il y a une question auquel vous allez sûrement pouvoir répondre, Axel et Rémi, c'est quels sont les outils de communication importants à maîtriser dans le cadre de la relation avec le patient selon vous? Les outils. Les fameux outils. En fait, alors, je suis formé en entretien motivationnel, je trouve ça sympa, je trouve que ça donne une bonne base, mais des fois on nous dit il faut qu'on connaisse les représentations du patient, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'il pense de ceci, qu'est-ce qu'il pense de cela, et que donc, du coup, il faut forcément tel type de questions. Moi, j'ai l'impression que simplement écouter le patient, voilà, d'une façon empathique, il n'y a pas besoin d'autres outils, en fait. Il n'y a pas besoin d'autres outils. Juste la volonté d'écouter le patient. Après, on peut faire 1000 formations qui vont vous aider à mieux faire, mieux dire, mieux machin. Mais encore une fois, c'est une question de posture. Si je pense que c'est vraiment en écoutant le patient que j'obtiendrai une réponse à la problématique, que je pourrais aller plus loin, bah, à ce moment-là, c'est gagné en fait. Et après, on met ce qu'on veut à l'intérieur de l'entretien motivationnel, des TCC, des machins. Mais pour moi, la seule chose à faire, vraiment, c'est l'écoute. Mais pour ça, il faut vraiment croire que le patient a la réponse à son problème et pas se dire « c'est moi qui ai la réponse, donc je veux avoir mes réponses. J'ai ma liste de questions et il faut que je sache absolument telle chose, telle chose, telle chose et telle chose. » Si on s'éloigne de tout ça et qu'on a juste une écoute empathique avec une posture horizontale en se disant bah, « le patient va m'apporter les éléments », j'ai rien besoin d'autre à mon avis. Et merci Rémi. Je rebondis une fois de plus pour faire un autre warning, parce que c'est des autres éléments. C'est marrant, je vois Tanguy qui rebondit, ça me fait toujours rire. Parce que c'est souvent un élément qu'on aborde même quand on donne des formations avec Rémi, qui est celui des questionnaires. C'est-à-dire que ça touche à qu'est-ce que j'évalue, comment j'évalue, et puis à quel moment je réoriente. Et puis vu que je ne sais pas, et ben, en fait, je sors un questionnaire en lien avec la dépression ou d'autres problématiques de santé mentale, et j'ai l'impression comme ça qu'en faisant un score, j'ai de quoi réorienter les patients. Alors, honnêtement, non, en fait. On n'utilise pas ces questionnaires-là avec les patients, d'autant plus qu'en fait, vous êtes en cabinet et que vous êtes seul. Typiquement, l'usage de ces questionnaires, il est réservé à la pratique des psychologues, et on n'est pas juste dans un truc qu'on sort de son chapeau, c'est tout à fait quelque chose qui est accompagné, et la plupart en fait, des collègues psychiatres et psychologues avec lesquels je travaille n'utilisent quasiment plus en fait, de questionnaires. Ils savent extrêmement bien ce qu'ils vont essayer de repérer au niveau du lien, de la création du lien et de la discussion avec leurs patients, et qu'en fait, ils sont en capacité en fait, de réorienter, de repérer, etc. etc. Et c'est la même chose pour nous. Dans mon équipe en psychiatrie, je n'utilise aucun questionnaire. Et en fait, on est suffisamment bien formé, suffisamment bien outillé dans nos compétences d'écoute et de création du lien pour être en capacité ensuite d'avoir des éléments subjectifs, parce qu'on est dans le monde de la santé mentale, que ce soit des symptômes transmis par le patient ou des signes cliniques qui sont observables par nous. Mais par pitié, ça a un effet extrêmement violent chez les patients. Quand un kiné utilise un questionnaire sur la dépression, voilà, c'est vraiment... C'est pas intéressant pour le patient, c'est pas intéressant non plus pour la profession, parce que ça donne une très mauvaise image en fait, de nous par rapport simplement au fait qu'on sort de notre champ de compétences par rapport à ceux qui sont réservés aux psychologues et aux psychiatres. Voilà.
Par Et rapport à ça, Vas-y. par rapport à ça, il y a niveau questionnaire, il y a Lola qui dit niveau questionnaire, je sais que ça peut être mal vu, mais comment déterminer en kiné un stress post-traumatique? On en revient à ce que tu disais du coup, Axel. Ouais. En fait, effectivement, il y a un questionnaire de stress post-traumatique que vous pouvez donner. Et alors, si vous tapez juste le risque, c'est d'être bien emmerdé parce qu'une fois que vous l'aurez identifié, que le patient il va vous dire « Ah, et d'accord, et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous saurez vraiment expliquer ?» Voilà. Et ensuite, si vous tapez complètement à côté, le patient il va se dire « Mais pourquoi est-ce qu'il vous donne ce questionnaire ?» Donc, il y a quand même un côté aussi très pragmatique qui fait qu'au final, il y a quand même de fortes chances que vous soyez perdant et que vous, potentiellement, vous perdiez l'alliance thérapeutique. Alors que si vous connaissez les critères cliniques du stress post-traumatique, ça nécessite aussi, pareil, un peu de formation ou un peu de lecture. Quand votre patient va avoir tel comportement, ou tel comportement et tel autre comportement, normalement, il va y avoir une petite lumière qui s'allume qui fait « Ouf, là quand même, il me parle souvent de ça. » Et puis il me dit que ça l'empêche de dormir. Et puis, ok, ça s'est passé il y a 5 ans, c'est quand même toujours aussi présent. Voilà, ça va me mettre une alerte. Est-ce que j'ai besoin de l'objectiver avec un questionnaire? Non, pas forcément en fait. Pas forcément. Par contre, je peux peut-être en parler au patient et puis je peux peut-être du coup potentiellement réorienter si je ne sais pas quoi faire et si je flippe. Voilà. Ou en parler avec des collègues si j'ai des collègues à côté. Et ça, c'est toujours pratique en libéral si on a quelqu'un à côté. Et justement, Rémi, il y avait Maxime un peu plus haut dans la conversation qui disait si on s'intéresse à la santé mentale de nos patients en consultation et qu'ils sont demandeurs de cela, la notion de réorientation est floue pour moi. Comment repérer que nous sommes limités dans notre prise en charge et que nous devons proposer une réorientation? Je pense notamment aux red flags qui me paraissent plus difficiles à identifier. Je crois qu'il faut savoir de quoi on parle en termes de réorientation déjà. Ça veut pas... La gravité des symptômes, la gravité de la souffrance psychique ne doit pas non plus limiter l'accès aux soins, notamment de réadaptation des patients qui les expriment. Ce que je veux dire par là, c'est réorienter pour qu'il y ait un suivi psy en plus, c'est intéressant. Réorienter pour s'en débarrasser parce qu'on ne sait pas quoi en faire, et puis du coup que le patient n'a pas accès, ça j'en parlerai cet après-midi, et Dieu sait si ça a des conséquences majeures chez les patients qui présentent des troubles psychiatriques. On ne doit pas contribuer en fait non plus par la réorientation à la limitation d'accès aux soins somatiques de cette population qui est extrêmement vulnérable et qui présente, et c'est ce que disait aussi Michel ce matin, qui a des troubles somatiques, qui a une mauvaise santé, plus volontiers une mauvaise santé que dans la population générale. Voilà. Par contre, pour les critères, c'est ce que vient de dire Rémi, c'est juste que vous connaissez vos critères, les critères diagnostiques des pathologies. Vous êtes formé à les repérer dans différentes temporalités, c'est-à-dire à les repérer quand on est dans un stade où les symptômes sont présents mais pas majeurs, et puis à les repérer quand on est plutôt dans des caractéristiques de crise. Mais ça, c'est des choses qui s'acquièrent, qui se travaillent en formation, puis au long cours, après, dans ce que je vois, de ce que je repère. Et l'autre chose, et c'est pour ça que j'insistais là-dessus aussi, sur qu'est-ce que ça met en jeu chez soi, c'est qu'il y a toute une partie, en fait, des signes cliniques qui vont passer par le ressenti, notre propre ressenti, c'est-à-dire que si je me sens mal avec un patient, il y a de grandes chances que ça soit en fait une irritabilité que j'observe chez lui, qui fait réagir, qui résonne chez moi. Ça, je dois être aussi en capacité de l'observer et d'en faire quelque chose. Et si c'est un patient qui a telle caractéristique, eh bien, ce symptôme, ce signe clinique, cet événement en plus, il va contribuer à nourrir le tableau clinique et à nourrir aussi ce qu'on va pouvoir transmettre aux médecins, transmettre aux psychiatres ou aux psychologues. Voilà. Il y a deux questions qu'on n'a pas abordées, mais le temps arrive au bout. Les questions de Quentin qui disait peut-on dire que toutes les pathologies que l'on rencontre en kinésithérapie sont psychosomatiques? Je pense qu'à partir du moment où on dit toutes les pathologies, je pense que la réponse c'est non. Je pense qu'il ne faut pas faire de généralité. Il y a trop de
d'individualité là-dedans. Donc, moi, je dirais non. Je ne sais pas si vous êtes OK avec ça. Et après, il y a la question de quelle manière le kiné peut-il prendre en charge le stress, l'anxiété et l'angoisse d'un patient. Je pense qu'avant avant de penser patient, il faut aussi penser personne. Dire que vous avez un pote, votre mère, votre fils, je ne sais pas, qui vient vous voir et qui ressent quelque chose. En fait, je pense que le patient, on va agir probablement de la même manière qu'on le ferait de manière générale avec quelqu'un qu'on connaît, avec qui on est proche. Enfin, après, c'est toute la question de la barrière thérapeutique. Mais si on n'est pas capable de gérer l'angoisse de quelqu'un avec qui on est proche, je pense qu'on ne gérera pas forcément mieux celle d'un patient. Et inversement, je pense quand même, on peut aussi mieux gérer ce qu'on accompagne au quotidien avec nos patients que dans notre propre famille. Je crois que ça va être la conclusion, hein, il me semble. Qui est-ce qui commence? Non, juste pour rebondir sur la question qui est posée sur quels outils, peut-être pas le terme utilisé, mais comment est-ce qu'on peut accompagner le stress, l'anxiété et tout ça, moi, je donnerai quelques réponses cet après-midi. Voilà, donc on pourra revenir là-dessus. Ce teasing de fou. Eh ben, merci. Désolée. Désolée pour l'écho. Merci Axel, Rémi et Aurélie pour ces échanges très très intéressants. Merci également à l'ensemble des participants pour vos prises de parole et vos questions qui ont été nombreuses et qui ont permis vraiment de rendre très dynamique cette formation. J'espère que ça vous a plu. Nous, en tout cas, on a trouvé ça passionnant. On a hâte d'entendre la suite tout à l'heure. Donc, on va vous laisser pour la pause de ce midi et on se retrouve à 14h. Ouais. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci Merci beaucoup.